Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration, on commence! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercredi. Et si accompagner un enfant n'était pas le façonner, mais apprendre à marcher à ses côtés? On parle beaucoup de Montessori aujourd'hui. On l'associe à du matériel, à une pédagogie, parfois même à une image un peu idéalisée. Mais si Montessori n'était pas d'abord une méthode, et si c'était avant tout une posture? Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Pauline, cofondatrice de l'Institut francophone de formation Montessori. On y parle de maternité, de cohérence entre nos valeurs et nos choix éducatifs, de regard posé sur l'enfant, et de cette transformation intérieure que peut provoquer la parentalité. Un épisode pour ralentir, observer et peut-être questionner notre manière d'accompagner. Bonne écoute! Bonjour Pauline et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercredi. Bonjour Sybille, je suis ravie d'être là avec toi. Merci à toi. Pauline, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots qui tu es et quelle maman es-tu? Oui, alors moi je suis maman de 3 garçons et dans une autre vie, j'étais manager dans le secteur des assurances et aujourd'hui, je suis la cofondatrice de l'Institut francophone de formation Montessori. Ce qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner aussi bien les parents que les professionnels de l'éducation à mettre en place la pédagogie Montessori de façon sereine, concrète, que ce soit à la maison donc, ou en structure. Et j'ai vraiment à cœur de rendre cette pédagogie accessible, qu'elle soit vivante, parce qu'on l'imagine souvent comme quelque chose de très fermé, alors qu'elle peut véritablement s'inscrire dans le quotidien. Tout ça, on reviendra dessus juste après parce que comme tu le dis, c'est important, je pense, de démystifier un peu tout ce qu'on met, on va dire, autour de Montessori. Et avant de parler aussi de ta reconversion professionnelle, moi, ce qui m'a frappée dans nos échanges, c'est que la parentalité semble vraiment avoir été un fil conducteur dans ta vie depuis Ouais, bien avant tout ça, puisque tu as tout à déjà fait. fait des choix forts, toi, autour de la naissance de tes enfants, Mm. et notamment celui d'accoucher à domicile. Et il y a 15 Ouais. ans, c'était un choix encore un peu marginal. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ces choix? Alors moi, effectivement, je suis devenue maman pour la première fois à 24 ans. Donc la maternité, ça a toujours occupé une place hyper forte dans ma vie. J'ai voulu être mère assez jeune et j'avais vraiment envie que cette expérience-là, j'avais envie de la vivre pleinement et puis à ma façon. Donc ça, très tôt, je me suis effectivement interrogée sur la naissance, sur ce que ça signifiait de donner la vie, sur la manière aussi dont je voulais accueillir mon enfant dans ce monde-là. Donc effectivement, la maternité, elle a vraiment eu une place centrale dans ma vie. Et puis, tu l'as dit, elle m'a transformée à plusieurs niveaux en fait. Donc au départ, j'avais pas vraiment. Tu parlais d'accouchement. Moi, j'ai fait le choix d'un accouchement à domicile pour mes 3 enfants et j'avais pas spécialement en tête l'accouchement à domicile quand je me suis demandé quel choix j'allais faire. Ce que je savais, par contre, c'est que j'avais très envie d'accoucher dans l'eau. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce qui était proposé en maternité autour de l'accouchement dans l'eau, ça me convenait pas vraiment. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis renseignée sur l'accouchement à domicile. J'ai rencontré celle qui va être ma sage-femme et qui a été là pour les 3 naissances. Et ça a été une vraie rencontre, hyper forte, hyper évidente, en fait. Et voilà, je crois que l'accouchement à domicile, il s'est un peu imposé naturellement parce qu'il faisait écho à ma vision de la naissance, mais pas seulement, aussi au respect de mon propre corps. Et ça, c'était quelque chose qui, pour moi, rentrait vraiment dans mes paramètres pour que tout se passe au mieux. Donc j'ai accouché de mes 3 enfants à la maison et puis dans la continuité de ces choix, je vais aussi faire des choix qui vont aller vers ça. Je vais aller vers le maternage proximal, donc le portage, l'allaitement long, le cododo, tout ça, c'est des choix
Tous ces choix-là, ils peuvent être perçus comme alternatifs, mais pour moi, ça répondait tout simplement à un besoin de lien, de sécurité aussi affective, et puis de continuité dans tout ce que j'ai pu mettre en place avec mes enfants. On sent quelque chose de fort d'inné, effectivement, où tu t'es posé les bonnes questions, les pourquoi, ton besoin à toi, mais aussi le besoin de tes enfants, parce que comme tu le dis, voilà, tu avais ce besoin de continuité, de lien, pour toi comme pour eux. Les enfants grandissent forcément, puisque bah voilà, il y a la naissance, il y a Mmh. effectivement les premiers mois, les premières années, et l'entrée à l'école. Et là aussi, du coup, pour toi, il y a d'autres questions qui apparaissent, puisque ben, on le sent depuis le départ, tu as une parentalité vraiment incarnée, tu as besoin que les choses te ressemblent, pas forcément rentrer dans un moule ou autre. Tu parlais effectivement de choix Ouais. alternatifs. Pour toi, ça n'est pas des choix alternatifs, c'est des choix qui sont réfléchis, vraiment des choses qui sont pensées. Le système scolaire classique, finalement, ne semblait pas correspondre à vos souhaits. À ton mari et à toi, c'est important de le préciser parce qu'on parle bien sûr toutes les deux, Oui, mais vous avez une vision commune de l'éducation de vos enfants tous les deux. tout Donc, à fait. vous vous êtes mis à rechercher une alternative. Ouais. Qu'est-ce que tu recherchais exactement à ce moment-là, au moment de l'entrée à l'école de ton enfant, le premier en tout cas, mais des suivants également? On s'est très vite interrogé sur le système éducatif tel que nous, on l'avait vécu en tant qu'enfant, et puis de ce qu'on en entendait aussi autour de nous. Donc on avait envie d'avoir un accompagnement qui soit naturellement respectueux de l'enfant. On avait quelque chose qui soit dans la continuité des choix qu'on avait fait jusque-là, et que tout ce qu'on avait mis en place, tout ce qu'on avait pris soin de mettre en place, continue d'être respecté à la fois pour nous dans notre parentalité, mais aussi pour notre enfant, effectivement, pour qu'il puisse continuer de grandir dans le respect que nous, on avait mis en place avant même sa naissance, en fait. On était déjà dans ce souhait de le laisser libre d'être qui il était. Et ça a été nos recherches, finalement, et nos questionnements. Ça a été plus une continuité vraiment naturelle des questionnements. Et finalement, effectivement, la pédagogie Montessori, moi, elle s'invite dans ma vie à ce moment hyper concret de choisir dans quelle école on a envie d'inscrire notre premier enfant. Parce que oui, c'était des choix qui étaient très partagés, hein. On peut pas accoucher à la maison et faire ce genre de choix, faire du cododo si c'est pas suivi et si c'est pas un vrai choix de couple. Ça peut être fait, mais en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Là, on était vraiment dans une cohésion, une cohérence et une coéducation tous les deux dans ce souhait-là. Et c'est vrai que bah, là aussi, tout comme il y a eu l'accouchement à domicile qui s'est un peu imposé naturellement, bah, la pédagogie Montessori, ça va faire exactement la même chose. Ça va arriver comme une évidence pour nous et ça va être de rechercher ce cadre respectueux, d'avoir quelque chose qui va pas venir l'abîmer. C'était une peur, je pense, chez nous. On avait envie que ces besoins puissent être reconnus, qu'ils puissent se construire sans, dès la petite enfance, être contraints à rentrer dans un moule. Nous, c'était, voilà, on faisait des choix un peu différents et on avait envie que lui gagne cette liberté-là. Donc, pour moi, c'était important qu'il ait le droit d'être différent, qu'il puisse évoluer dans un espace de liberté et qu'il soit entouré d'adultes qui portent sur lui un regard de confiance. Ça, clairement, c'était important pour moi, pour nous. C'est ce qui vous a permis du coup de trouver l'école et en tout cas la manière d'éduquer, on va dire, la plus en lien avec vos valeurs. Ouais. Une vraie cohérence, hein, on sent, avec les valeurs parentales, ce besoin d'autonomie, de respect du rythme de l'enfant que tu évoques là. Et aujourd'hui, justement, on entend parler de l'éducation Montessori, des méthodes Montessori, mais finalement, on peut assez vite s'y perdre Ouais. en tant que parent, mais je pense aussi en tant que professionnel de la petite enfance. Est-ce que tu pourrais nous éclairer justement sur ce qu'est la pédagogie Montessori, peut-être ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle apporte aux familles et aux professionnels? Oui, bah c'est vrai que la pédagogie Montessori, elle est souvent entourée de plein de préjugés. On parle parfois même de méthode Montessori, comme s'il s'agissait d'un espèce d'ensemble de convictions éducatives ou d'une espèce de recette à appliquer pour que ça marche. Alors qu'en réalité, la pédagogie Montessori, elle repose même pas sur des croyances. Ça repose sur l'observation fine du développement de l'enfant. Maria Montessori, elle a observé, bien avant que la science puisse le mesurer, que l'enfant il se développe selon des étapes précises, avec des besoins physiologiques, des besoins cognitifs, émotionnels qui sont hyper clairs. Et aujourd'hui, les neurosciences, elles apportent aussi, elles viennent confirmer ces observations.
le respect du rythme de l'enfant, l'importance de l'environnement, de la sécurité affective, de l'autonomie aussi qui va être progressive. Et puis, on voit que c'est des vrais piliers du développement. Donc, la pédagogie Montessori, elle n'est pas permissive ni élitiste comme on peut l'entendre. La liberté qu'elle propose, elle est toujours accompagnée d'un cadre qui est clair, qui est posé par l'adulte, qui est en lien avec le développement réel de l'enfant. C'est avant tout une posture, finalement. C'est un regard qui est porté sur l'enfant, une confiance profonde dans ses capacités. Donc concrètement, c'est de permettre à un enfant de se lever le matin, de choisir une activité qui est adaptée, voilà, à lui, de prendre le temps de la faire, de recommencer s'il se trompe. Et puis que pendant ce temps-là, l'adulte, lui, il est là. Il est présent, il se sent confiant aussi. Il n'est pas là pour le presser, il n'est pas là pour le corriger en permanence. Finalement, c'est cette idée très forte de dire à l'enfant, tu as tout en toi pour te construire et je suis là pour t'accompagner dans ce chemin-là. Voilà, pour moi, ce qu'est la pédagogie Montessori. Ce que tu dis, c'est fort parce que du coup, je suis coach professionnel et ça fait écho justement avec le coaching, le fait de se dire que finalement, quand on coach une personne, la personne a tout en elle et que le coach est là pour juste être un guide, mais voilà, on ne souffle pas dans l'oreillette, on va dire, pour lui dire tu vas à gauche ou tu vas à droite. Et finalement, on laisse la personne prendre conscience de ses ressources, prendre conscience de ses limites, prendre conscience de tout un tas de choses. Et ce que tu dis là, en fait, c'est inculqué aux enfants depuis la petite enfance avec cette méthode-là. Donc j'imagine que oui, par la suite, c'est des personnes qui vont être adultes, en tout cas beaucoup plus en conscience de leurs envies, de leurs besoins, de ce qui les anime aussi. Oui, puis accepter que l'erreur est source d'apprentissage, c'est finalement une des plus belles choses qu'on peut transmettre aux enfants. Parce que c'est comme ça que la confiance en soi et que l'estime de soi se développe et qu'effectivement, ce sont les adultes de demain. Donc ça semble vraiment important qu'ils aient... c'est une valeur qui est tellement importante et qui change toute une vie. Au-delà des apprentissages académiques, il y a vraiment plein d'autres choses qu'on peut transmettre aux enfants et qui auront un impact sur ces apprentissages d'ailleurs. Et toi, en inscrivant du coup ton premier enfant dans une école Montessori, c'est un peu devenu là aussi comme une évidence pour toi. Ouais. Et c'est là que tu as pris donc une décision radicale, celle de quitter ton poste pour te former et devenir éducatrice Montessori. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler un peu de ce qui se cache derrière ce déclic? Oui, parce que ça a été un des déclics, mais ça n'a pas été le seul. Ça a été finalement, je crois, la révélation au bout du chemin d'une certaine remise en question. Quand je suis devenue mère pour la première fois, ça a évidemment chamboulé mon quotidien et surtout ma posture. J'étais plus seulement une femme active, j'étais devenue maman. Et puis très vite, il y a une question qui s'est imposée à moi, c'est quel quotidien j'ai envie de construire pour vivre cette aventure-là avec mon enfant. Je crois qu'être mère, ça a profondément changé ma manière de regarder ma vie, mon temps aussi, et puis ma présence au quotidien. Et à ce moment-là, donc, je travaillais comme dans le secteur des assurances, comme manager, et puis j'avais évolué dans des grands groupes à Paris avec un rythme hyper classique, métro, boulot, dodo, et puis peu à peu, ce rythme-là, il était plus cohérent en fait avec cette vie-là qui était en train de se mettre en place. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un congé parental qui était long. Mon employeur proposait ça. Et donc, j'ai fait le choix d'avoir un salaire réduit, mais par contre d'avoir du temps avec mon enfant. Et finalement, pendant ces 7 mois, c'est comme si mon temps, il avait été un peu suspendu. J'ai eu un espace, j'ai eu cette chance-là d'avoir un espace pour ralentir, pour observer, pour laisser aussi émerger des questions, parce que quand on est dans notre quotidien, c'est pas évident de prendre ce recul-là. Et finalement, j'avais vraiment pris le temps de m'écouter. Et puis, moi, j'avais une maman qui était rééducatrice spécialisée à une époque où les réseaux d'aide, ils existaient encore dans les écoles publiques. C'est plus le cas, c'est dommage. Mais voilà, elle accompagnait des enfants en difficulté. J'ai toujours trouvé ce métier-là profondément juste et puis utile. Et cette envie d'être dans l'éducation, elle a toujours été là, en fait. Quelque part, en arrière-plan, un peu comme une petite voix. J'ai même validé des niveaux d'études pour être sûre de pouvoir passer le concours de professeur des écoles. Donc, je me laissais cette opportunité-là. Et puis, il y a quand même un élément qui est venu tout chambouler. Moi, 2 mois après la naissance de mon premier fils, ma mère est décédée brutalement d'un arrêt cardiaque. Elle avait 54 ans. Ça a été clairement un effondrement, une blessure hyper profonde.
Et en même temps, ça a été le début d'une construction hyper particulière. Je pensais vivre cette maternité entourée, soutenue par ma mère, avec qui j'étais très proche. Et d'un coup, je me retrouve à la vivre autrement dans son absence. Donc ce bouleversement, il marque finalement une rupture, moi, dans ma vie, et il fait émerger, avec vraiment beaucoup, beaucoup de force, une question qui me quitte plus, c'est qu'est-ce que je voulais vraiment transmettre et comment je voulais m'engager maintenant dans ma vie professionnelle. À la fois avec mon enfant, bien sûr, puisqu'il y a une perte de repères, mais il y a aussi ça où je me dis, ok, donc là, je me retrouve toute seule à vivre le truc, comment je fais? Donc à partir de là, je vais plus faire comme avant. Mon travail tel qu'il est, je suis très claire avec moi-même, il me convient plus. J'avais besoin d'être engagée, d'être alignée, que ce soit que ça résonne vraiment pour moi, d'être au service aussi de quelque chose qui avait du sens pour moi. Et puis effectivement, un jour on visite donc l'école, ce qui va être l'école de mon tout premier. Et là, très simplement, je rentre dans la classe et je me dis ok, et c'est là que je dois être. C'est précisément là que je dois être, et je le sens dans toutes mes cellules, quoi. C'est une évidence, mais voilà, c'est là où je dis cet élément-là, il vient comme une finalité d'un cheminement, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses avant, et ça va me décider à me former comme éducatrice Montessori, où je vais d'abord accompagner des enfants de 3 à 6 ans, puis après j'accompagnerai des enfants de 0 à 3 ans. Mais finalement, en fait, tout ça est hyper cohérent avec tous les choix que j'avais faits avant. C'est encore quelque chose qui vient s'imposer naturellement à moi comme une continuité par rapport à ce que j'étais en train de traverser et tous les choix que j'avais pu faire pour mes enfants aussi. Et on sent que tout s'imbrique. À chaque étape, le destin fait en sorte que chaque étape arrive sur ton chemin, entre guillemets, au bon moment. Donc il y a des moments qui sont plus douloureux que d'autres, hein. Ouais. Mais en tout cas, tout arrive effectivement pour que tout prenne sens petit à petit et que tu trouves ta place naturellement. Et donc, en entrant pleinement dans ce monde Montessori, donc tu exerces, comme tu le disais, ce rôle d'éducatrice. Ton mari aussi, hein, d'ailleurs, pour rebondir Oui. aussi sur lui, exerce dans cette école où ton enfant est scolarisé. Vous étiez tous au même endroit pendant un Ouais. temps. Mais à travers aussi cette formation, tu as aussi identifié certaines limites, notamment dans l'accès à la formation Montessori. Et c'est là qu'est née encore une nouvelle idée Oui. en créant l'institut donc, avec lequel tu travailles aujourd'hui, où tu es cofondatrice avec ton mari. Est-ce que tu peux nous raconter la suite de l'histoire Ouais. Quand j'ai décidé de me former à la pédagogie Montessori, le paysage de la formation, il était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les formations en ligne, elles étaient peu répandues, particulièrement dans le milieu Montessori. Elles étaient souvent très décriées aussi, sur une pédagogie qui met autant en avant le sensoriel. Les préjugés, ils étaient encore plus forts, même au-delà du fait que ce soit de la formation en ligne. De mon côté, quand je me suis formée, j'avais donc 3 enfants en bas âge. Et me former en présentiel, c'était tout simplement pas possible. J'ai donc suivi une formation Montessori en ligne et très sincèrement, je l'ai trouvée de mauvaise qualité. J'avais le sentiment de ne pas être suffisamment outillée ni préparée à la réalité du terrain pour aller me présenter en école et dire que je me sentais prête à aller vivre cette aventure-là. J'ai donc complété ma formation par une formation anglophone, où là c'était beaucoup plus développé. Et puis j'ai trouvé un poste donc en école Montessori où effectivement mon mari travaillait aussi. Faut savoir que lui c'est pareil, hein, il a tout quitté et puis il a fait une reconversion en tant qu'éducateur Montessori. Et en étant sur le terrain, on a aussi très vite constaté parfois un manque de formation des futurs éducateurs. Il y avait beaucoup de théories, mais parfois pas assez de lien avec la réalité concrète de l'accompagnement des enfants. Puis moi, j'avais toute cette partie, en fait, avant d'arriver là, je m'étais formée à Faber et Maslich, j'avais lu Fioza. Voilà, j'étais quand même vraiment dans cet accompagnement-là. Et pour moi, au-delà d'avoir utilisé ces outils-là en tant que maman, ça me paraissait complètement logique de les utiliser en tant que professionnelle. Ça faisait pour moi partie de la cohérence avec la pédagogie Montessori. Et puis, je trouvais que y a surtout un organisme de formation qui ne faisait pas du en ligne, mais qui était très mis en avant. Et finalement, on se retrouvait avec peu de choix. Et pour moi, une formation, c'est aussi une question de relation. Il faut se sentir en confiance avec son formateur et avoir le choix. C'est aussi s'offrir la possibilité de trouver une formation qui nous convient. Ça remet pas en cause les formations qui sont proposées, mais ça permet d'aller vraiment, véritablement vers ce qui est juste. Et puis en fait, c'est à partir de ce constat-là que nous, on s'est dit, OK, on a envie de créer quelque chose de différent.
Ça fait très longtemps qu'on se disait: «On a envie de travailler ensemble». On était complémentaires dans la vie. C'est pour ça qu'on s'est mariés, qu'on a eu des enfants et que voilà, on est heureux dans notre vie personnelle, mais on sentait en fait, on était vraiment convaincus qu'on avait quelque chose à créer ensemble, mais on savait pas du tout quoi. Et c'était déjà quelque chose qui était présent avant même d'avoir nos enfants. C'était, un projet qu'on avait un peu, voilà, là aussi en arrière-plan. Et puis, on a décidé de créer l'IFFM, donc l'Institut francophone de formation Montessori. On voulait quelque chose, on voulait tous les deux, on avait fait ce virage dans notre vie professionnelle, on voulait quelque chose d'aligné avec ce qu'on vivait. Et là, la création de cet organisme de formation, c'est l'opportunité pour nous de transmettre tout ce qui nous semble juste, notre vision de la pédagogie Montessori, et puis d'offrir la possibilité à d'autres parents comme nous qui avaient envie de se former, peut-être envie de se reconvertir ou de poursuivre un projet professionnel avec une formation qui va être de qualité, où on sait que chaque personne qui passera par notre parcours de formation se sentira légitime quand il ira présenter un projet qui lui va, que ce soit pour animer des ateliers, que ce soit de se retrouver face à son enfant ou les enfants qu'on accompagne dans une structure. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire aussi, nous aujourd'hui, on agit à faire rayonner cette jolie pédagogie à notre niveau en tant qu'éducateur Montessori. Mais si on forme des adultes qui eux-mêmes accompagnent des enfants, alors d'un seul coup, on va pouvoir donner une dimension encore plus grande, pardon, et faire. On avait vraiment cette envie de transmettre. C'était quelque chose qui était une valeur importante pour tous les deux. Et ça se concrétise aujourd'hui et j'adore former. C'est un vrai plaisir. La partie terrain me manque. Le contact avec les enfants aujourd'hui me manque. Dans mon idéal, j'aimerais aller refaire quelques matinées, voilà. Mais cette passion de la transmission et de l'accompagnement va être possible grâce à l'IFFM. On reviendra sur les prestations que tu proposes un peu plus dans le détail juste après, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, puisque voilà, tu disais que ça s'adresse à des professionnels, mais aussi à des parents. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect? Est-ce qu'il y a un parcours, un bagage avec lequel il faut arriver au départ pour se dire, voilà, je veux travailler et faire cette formation? Un bagage de départ, non. Selon les formations qu'on veut faire, il peut y avoir un bagage qui est imposé, mais qui est plutôt d'un point de vue légal. C'est-à-dire que si on veut travailler en école, faut avoir validé un minimum de diplômes. Si on veut travailler en crèche, il faut des diplômes de la petite enfance. Il y a toujours ça à bien séparer, c'est-à-dire qu'il y a, si on veut en faire son métier, il y a ce que la loi demande dans les structures. Et puis, il y a la pédagogie qui veut être mise en place dans la structure. Et à ce moment-là, si on a envie d'aller dans une structure qui propose la pédagogie Montessori, ou en tout cas qui en est inspirée, plus on va avoir des connaissances sur cette pédagogie, mieux on va se sentir pour pouvoir aller y travailler. Après, en tant que parent, c'est aussi avoir des clés pour comprendre son enfant. On est une génération où nos parents n'avaient pas toutes ces informations, n'avaient pas accès à tout ça. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les informations qu'ils avaient. Mais je crois que c'est notre responsabilité aussi de prendre aujourd'hui les informations qu'on a, et j'évoquais les neurosciences tout à l'heure, d'apprendre à connaître comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne son cerveau, d'un point de vue purement même physiologique, et quel impact ça va avoir sur son développement. Plus on va connaître le développement de l'enfant, plus en tant que parent aussi, on va être plus serein dans son accompagnement, parce que c'est comme si d'un seul coup, on nous ouvrait une porte vers des choses qu'on n'imaginait pas forcément possibles, mais c'est comme si oui, des choses s'éclairaient en nous, parce qu'on a des clés de compréhension qu'on n'avait pas forcément, que parfois on a envie d'un peu d'étouffer parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, et c'est hyper difficile. C'est quand même le rôle le plus difficile qu'on ait, c'est quand même d'être parent. Ça vient nous chercher, ça vient chercher nos émotions. Et quand nos propres enfants ont leurs émotions et que les nôtres s'en mêlent, ça fait quand même quelque chose qui est hyper complexe à gérer. Et du coup, plus on se forme et plus on a des connaissances, et plus c'est facile de faire des choix qui nous correspondent. Pas forcément qui correspondent à des valeurs éducatives qu'on nous a transmises, mais qui correspondent bien à la personne qu'on a construite au fur et à mesure de notre chemin de vie. Et donc, les connaissances sur le développement sont, pour moi, clairement des clés de parentalité. C'est ça qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est que cette formation, elle peut être accessible à tout le monde,
puisqu'elle vient en complément pour former les professionnels, mais elle vient aussi en appui à la parentalité au sens large. Complètement. Et justement, dans ce que vous proposez avec ton mari, à qui s'adressent les prestations, c'est-à-dire en termes d'âge cette fois-ci? Alors à l'IFFM, on propose aujourd'hui globalement 2 grands parcours de formation. Des formations qui vont être dédiées à l'accompagnement des enfants de 0 à 3 ans et des formations qui vont être dédiées plutôt à l'accompagnement des enfants de 3 à 6 ans. Ces 2 tranches d'âge, elles correspondent à des périodes très spécifiques du développement de l'enfant avec des besoins, des enjeux et même des postures au niveau de l'adulte qui vont être très différentes. Et donc on a fait le choix de proposer des formations qui vont être distinctes pour permettre vraiment un accompagnement réellement adapté à chaque tranche d'âge. Donc ces formations, on les voulait hyper accessibles, donc elles sont 100% en ligne, dans un format qui va permettre de se former à son rythme, tout en restant très ancré dans la réalité du terrain, aussi bien à la maison qu'en structure. L'idée a vraiment été d'ouvrir, comme tu le disais, à tous. Et est-ce que tu peux du coup peut-être nous expliquer les phases les plus marquantes peut-être dans le 0-3 ans et ensuite dans le 3-6 ans? Bah, la période de 0 à 3 ans, c'est une période qui est vraiment fondamentale dans le développement de l'enfant. C'est là que se construisent les bases. La sécurité affective, la confiance en soi, la relation à l'autre, le rapport au corps, le mouvement, le langage, c'est vraiment une base fondamentale. Pendant ces premières années, l'enfant, il se développe en plus à une vitesse impressionnante. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on tourne la tête, l'enfant fait un nouveau truc. Et chaque interaction, chaque environnement, chaque chose qu'on va mettre nous en place en tant qu'adultes va avoir un impact. Comprendre ce qui se joue à cet âge-là, ça permet d'accompagner l'enfant avec beaucoup plus de justesse et de respect et de sérénité. Ce que je te disais tout à l'heure. C'est aussi une période où les adultes, ils ont souvent beaucoup de questions, de doutes. Et puis parfois, peu de repères. Ça dépend comment nous, notre propre enfance s'est passée. Mais même moi, je sais qu'en étant maman assez jeune, j'étais la seule dans notre groupe d'amis à être maman. Donc j'avais pas la possibilité, par exemple, de poser mes questions. C'était difficile de trouver des points de repère et de savoir vers quoi j'allais aller naviguer. Donc c'est vrai que se former sur cette tranche d'âge-là spécifique, c'est donner des clés pour comprendre ce que vit l'enfant et puis ajuster sa posture. Ça va être la même chose sur le 3-6 ans. Le 3-6 ans, c'est la pleine continuité du 0-3 ans. Les changements sont moins rapides. On est quand même sur des choses où on va affiner tout ce qui va être vu, mais en même temps, ça va être le moment où l'enfant va vivre des apprentissages qui sont essentiels. On va aller vraiment vers l'autonomie, l'indépendance. Maria Montessori disait que le 3-6, c'est apprends-moi à faire seul. Et c'est véritablement ça qui va guider tout l'accompagnement qu'on va faire. Et puis, en fait, on se rend compte que l'enfant passe par des périodes sensibles, hein, une espèce de fenêtre dans laquelle il va pouvoir se plonger où très naturellement, grâce à son esprit que Maria Montessori appelait l'esprit absorbant, il va pouvoir apprendre de façon très naturelle, très spontanée, tout ce qui va lui être proposé. Donc les enfants entre 3 et 6 ans, dans une école Montessori par exemple, vont commencer à lire, à écrire et à voir les 4 opérations mathématiques. On verra l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc ça va extrêmement loin quand on fait un petit parallèle avec l'éducation, l'école classique. Eh bien, on se rend compte que finalement, c'est des enfants qui, sans qu'on ait rien forcé, arrivent à un niveau scolaire, si on devait donner un niveau, qui est quasiment au CE1. En fait, très, très spontanément, si on laisse l'enfant aller vers la lecture, par exemple, très naturellement, on se rend compte que ça se joue avant 6 ans. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs les difficultés que certains enfants rencontrent quand ils arrivent au CP, puisque cette période sensible, cette fenêtre s'est refermée et ça va plus être un apprentissage qui va être inconscient, qui va se faire de façon naturelle, ça va être un apprentissage qui va demander un effort. Comme quand nous, on va apprendre, si on prend l'exemple d'apprendre une nouvelle langue, chez un enfant avant 6 ans, ça se fait de façon tout à fait naturelle. C'est la même chose pour la lecture. Quand nous, on va à l'étranger, si on doit apprendre une langue, ça nous demande vraiment du travail. Pour l'enfant, c'est exactement la même chose. Et chacun a son rythme. Et la période du 0-3 le montre. On ne se met pas d'un seul coup à dire à tous les enfants de 12 mois, allez, mettez-vous tous en rang et let's go, on marche. Non, ils vont marcher le jour où ce sera juste pour eux. Finalement, pour tous les apprentissages, c'est exactement comme pour la marche.
C'est vraiment intéressant parce que justement, au début, tu disais que voilà, Montessori, on peut voir, voilà, c'est du permissisme, parfois même du laxisme. Enfin, honnêtement, il y a des discours Mmh. qui vont là-dedans, hein. Et là, je trouve que ton discours, il vient justement remettre finalement la justesse là au milieu. Parce que dans le parcours scolaire classique, c'est vrai qu'on se dit la lecture, tout ça, ça se joue au CP. Tu parles de division, des choses comme ça. On voit ça tellement loin en fait pour nos enfants. Et finalement, tu nous dis que voilà, avant même 6 ans, ils peuvent être en capacité d'avoir été naviguer dans tous ces sujets-là. Donc ça revient quand même montrer que c'est une manière en tout cas d'éduquer les enfants qui est tellement respectueuse de leurs besoins, de leur sensibilité, de ce dont ils ont envie d'explorer, qu'ils y vont naturellement. Donc ça c'est intéressant en tout cas je pense pour les personnes qui nous écoutent de comprendre ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure des formations à distance. Donc là votre formation c'est le cas, c'est une formation à distance. Donc j'imagine qu'il y a une Ouais, partie théorique qui reprend pas mal de choses que tu nous expliques là aussi. tout à fait. Comment vous amenez justement l'aspect pratique qui vous a manqué à vous quand vous avez fait votre formation à distance? Comment tu amènes du coup tout cet aspect-là pour que les personnes puissent se dire bah il y a la théorie, mais comment j'applique tout ça au quotidien? L'accompagnement dans la formation, il est essentiel. Le grand avantage de la formation en ligne, c'est qu'on peut faire de l'accompagnement individualisé. On n'est pas au rythme d'un groupe, on est à son propre rythme. Et ce qui me semble vraiment hyper important quand on va sur de la formation Montessori, puisque on fait véritablement une formation en développement personnel, hein. C'est aller et venir toucher à sa posture, parce que Montessori, c'est 80% de posture et 20% de matériel en réalité. Tout se joue dans la posture. Il peut y avoir le matériel, mais si la posture n'est pas là, il ne sert pas à grand-chose. Par contre, on peut avoir la posture sans avoir un matériel officiel Montessori, voilà, être pleinement montessorien. Donc nous, dans la formation, on a vraiment mis l'accompagnement au cœur de notre parcours de formation. C'est-à-dire que dans notre formation d'éducateur, par exemple, Montessori pour les 3-6 ans, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement bien-être. On prend conscience que de faire une formation Montessori nécessite d'avoir un soutien et le fait que ce soit fait par une éducatrice Montessori qui connaît la formation va forcément faciliter les choses. Ça va permettre du coup de poser aussi toutes ces questions à chaque fois à son formateur. C'est de se dire, ok, moi là, voilà ce que je constate, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu me conseilles? Et au-delà de tout ça, à l'intérieur de la formation, tout le parcours, il est construit pour que l'apprenant commence d'abord par travailler sur lui, qu'on voit ensuite les activités. Les activités sont vues à travers des fiches d'activités, puis des vidéos de présentation qui vont expliquer le sens aussi de tout ça. Et puis, il y a toujours un groupe d'échange entre apprenants aussi, parce que il y a la transmission que nous, on fait, mais c'est important de se retrouver entre pairs, entre personnes passionnées. C'est pas toujours facile d'avoir des gens dans notre entourage qui vont comprendre ce qu'on est en train de faire sans le juger, parce qu'effectivement, TikTok aime beaucoup Montessori, mais pas dans le bon sens. Donc il y a vraiment une image à déconstruire sur Montessori. Et c'est difficile on peut pas simplement, ça se fait pas juste en une discussion. Donc, si on a envie d'avoir des discussions approfondies sur sa pratique, ça va être intéressant d'être avec des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Donc c'est vrai que on a la chance d'avoir une communauté d'apprenants qui est fabuleuse, hyper bienveillante, jamais dans le jugement. Et c'est là où je dis finalement on va aussi vers les formations qui nous correspondent. Et je crois que nous aussi, on attire des apprenants et des apprenantes qui nous correspondent à nous aussi, qui vont pleinement respecter nos valeurs et qui les représentent eux aussi. Et finalement, ces questions de terrain, elles vont arriver très naturellement et il va y avoir des réponses. Et ça me semble important à la fois des formateurs, mais aussi d'autres personnes qui vivent la même chose. Parce que nous, on a une vision des choses, on a notre expérience, mais elle ne peut pas être une vérité. Ça peut pas, on peut pas s'en tenir à la vie d'une seule personne. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, je donne mon avis si on me le demande, mais je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir accès à cette communauté. Et tu as créé aussi Montessori au fil des pages, dont je suis une grande fan à titre personnel. Une idée en tout cas moi que j'ai trouvée très novatrice, peu onéreuse et qui permet vraiment d'avoir accès à des ressources, à des idées, à des activités quasiment clés en main. C'est vrai que voilà, on peut pas tous se permettre de faire la formation complète en tant que parent, je parle, que ce soit par manque de temps ou parce que c'est un investissement et voilà, on n'a pas toujours la possibilité de. Mais en tout cas, on peut aussi avoir le souci de se dire, moi j'aimerais pouvoir quand même permettre à mon enfant d'avoir des Ouais. activités dans cette ère-là.
Et en créant Montessori au fil des pages, je trouve que tu réponds à ce besoin parce que les idées, on les a pas toujours. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est et ce que tu as voulu créer à travers ce concept? Montessori, au fil des pages, il est né d'une envie hyper simple, hein, c'est de montrer que Montessori il peut s'inviter dans le quotidien, sans pression, sans matériel coûteux, effectivement, et surtout sans se compliquer la vie. Ce projet, il est né notamment de la rencontre avec Marion, qui est donc assistante maternelle et qui avait suivi la formation Montessori 0-3 ans qu'on propose. Et pendant sa formation, elle portait déjà très fortement cette conviction, on peut faire énormément de choses avec les enfants simplement avec ce qu'on a déjà à la maison. C'était elle, son parti pris sur son compte professionnel sur Instagram. Et puis Marion, ça a été un vrai coup de cœur aussi humain, voilà, et une vraie amitié qui s'est développée. Notre souhait, c'était de montrer que Montessori, c'est pas réservé à des environnements idéalisés comme on peut le voir parfois sur les réseaux, mais que ça peut se vivre dans la vraie vie, au cœur du quotidien des familles et des professionnels. Et cette vision-là, on l'a partagée. Voilà, elle résonnait vraiment très fort pour toutes les deux. Dans Montessori, au fil des pages, le livre, il est vraiment au centre du projet. Le livre, c'est déjà en soi un formidable outil de lien entre l'adulte et l'enfant. Et c'est un moment qui est partagé, c'est un temps où on se pose ensemble, où on est disponible l'un pour l'autre. Et l'idée, c'était pas d'ajouter quelque chose de plus, mais plutôt de prolonger ce lien, de s'appuyer sur le livre comme une source d'inspiration pour continuer à échanger, à observer, à manipuler, à expérimenter avec des choses hyper simples, donc du quotidien. Avec ce projet-là, on avait aussi à cœur de désacraliser la pédagogie Montessori. On l'imagine souvent hyper codifiée, parfois même inaccessible, alors qu'en fait, l'essence même de la pédagogie Montessori, c'est, comme je le disais, c'est pas le matériel, c'est la posture. C'est le regard qui est porté sur l'enfant, c'est la qualité de la relation qu'on met en place. Et finalement, à partir d'une histoire, on vient ouvrir un espace de discussion, de jeu, de découverte, et tout ça qu'on peut faire déjà à la maison, sans équipement particulier, simplement en étant pleinement présent avec un temps partagé qu'on peut même définir. On prépare l'activité, donc on sait qu'on va pouvoir prendre un temps avec son enfant. Et finalement, Montessori, au fil des pages, c'est avant tout une invitation à ralentir, à créer des temps de qualité entre l'adulte et l'enfant, des moments simples mais qui nourrissent vraiment. D'aller poser son téléphone et juste d'aller vivre cette activité avec notre enfant. Donc pour moi, c'est vraiment des moments qui vont venir renforcer le lien, la confiance et puis le plaisir d'être ensemble, de venir vraiment connecter à ça en facilitant les choses parce qu'aujourd'hui, on a des quotidiens qui sont hyper lourds, hyper chargés et on a toujours cette impression que là, j'ai pas le temps. Alors que là, d'avoir cette espèce de structure, de retrouver ça. Donc Montessori au fil des pages, c'est un abonnement qu'on peut avoir tous les mois. C'est aussi quelque chose qu'on peut acheter à l'unité. Donc on peut voir aussi si ça nous correspond, si finalement c'est un livre qu'on a à la maison et qu'on avait envie d'utiliser. Ça peut vraiment être utilisé comme un outil puissant pour prendre le temps, comme je disais, de ralentir et de se dire, OK, là, ce week-end, voilà ce que j'ai préparé. Et de retrouver ce plaisir aussi de préparer les choses. Quand on fait soi-même, on vit pas du tout la même chose que si c'est quelque chose qu'on a acheté. Donc quand on a préparé, juste de préparer son matériel, c'est aussi une façon de se préparer soi et du coup d'être vraiment dans le moment quand on sera avec l'enfant. Tout ce que tu dis, en tout cas, moi, je le valide en tant que personne qui a expérimenté Montessori au fil des pages. C'est vrai que le fait de préparer les choses pour son enfant, ça nous implique différemment. Et c'est vrai que le fait de se dire, là, je me pose, je prépare l'activité. Moi, à titre personnel, mes filles m'ont vu préparer l'activité, donc elles étaient déjà très curieuses de se dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer? Ce qui est difficile parfois, c'est de trouver les idées. Là, on part d'une histoire, et ce qui est vraiment intéressant dans ce qui est proposé, c'est que l'histoire, oui, c'est le fil conducteur, et on rend l'histoire vivante, en fait, à travers différentes activités. Et les enfants se prennent complètement au jeu, mais les adultes aussi. Et c'est là qu'on trouve un vrai moment de partage. C'est réfléchi aussi par toi, avec Marion, donc on sait que c'est tout couvert aussi d'une garantie de se dire je fais pas tout et n'importe quoi parce qu'on trouve un peu tout un tas d'activités en ligne, Pinterest ou autre. Alors c'est très bien, il y a plein de choses bien. Mais voilà, des fois on se dit... Mais c'est dur de s'y retrouver en fait. C'est ça. Alors que là, tout est simple et c'est vrai qu'il y a quasiment rien à acheter en fait. On retrouve le paquet de céréales, les bouchons. Ouais, et puis c'est vrai que j'essaye vraiment de construire aussi des supports complémentaires même à ce que Marion propose dans les vidéos au sein de Montessori au fil des pages pour que les choses prennent pas de temps, quoi.
Chacune peut le faire en fait à son niveau. Parfois, voilà, il y a des représentations à faire, dessiner, etc. Le dessin, c'est pas toujours le kiff de tout le monde. Donc, il y a des alternatives à chaque fois. L'idée, c'est aussi Marion, elle adore peindre, elle adore voilà faire tout ça. Donc elle, avec ses petits accueillis, c'est ce qu'elle met en place. Maintenant, on essaye vraiment, effectivement, toujours conscient que il y a cette notion de temps en fait. Moi, à chaque fois que je crée un contenu, je me dis ok, peut-être que voilà, c'est ce temps-là qu'elles n'auront pas passé à créer le matériel, qu'elles vont pouvoir passer avec l'enfant, soit son enfant, soit l'enfant qu'elles accompagnent. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie à nos abonnés et effectivement d'avoir cette garantie d'aller vers quelque chose qui est juste. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Montessori au fil des pages va permettre effectivement d'accéder à la pédagogie Montessori parce que en fait, pour chaque activité, il y a une page d'explication. Donc, on va vraiment se demander pourquoi on propose cette activité-là, qu'est-ce que ça va apporter à l'enfant. Donc, finalement, on fait de la micro-formation tous les mois au fur et à mesure des activités qu'on a. Donc, c'est un complément à nos apprenantes qui font la formation Montessori 0-3 ans, où elles ont vraiment plein d'activités qu'elles peuvent mettre tout de suite en application sur le terrain. Et puis, c'est aussi une porte d'entrée pour aller connaître la pédagogie Montessori et où finalement, notre formation Montessori 0-3 ans peut être la continuité si on a envie d'aller plus loin, si on a envie de comprendre, où on sent que y a des choses qu'on comprend pas forcément, ou on aimerait avoir une analyse encore plus fine. Tout ça est fait pour que ce soit un joli cercle vertueux dans ce qu'on a envie de mettre en place avec les enfants. Ce qu'on ressent là, à travers ce qu'on dit là, c'est que finalement, Montessori, ça dépasse largement le cadre scolaire qu'on a pu évoquer au départ. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change finalement pour un parent de mieux comprendre le développement de son enfant et en quoi peut-être du coup cette pédagogie-là peut venir soutenir les parents? Finalement, accompagner son enfant dans la vie, c'est souvent aussi apprendre à mieux se comprendre soi-même. La parentalité, elle vient toucher des zones hyper profondes, nos attentes, nos peurs, nos héritages. Et la pédagogie Montessori, elle offre un cadre qui permet d'aborder tout ça avec plus de conscience et de douceur. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. En accompagnant l'enfant, on se transforme soi-même, on apprend à lâcher le contrôle, à accueillir, à être présent. Et finalement, accompagner un enfant, c'est pas le façonner, c'est cheminer à ses côtés. Et ce chemin-là, il transforme autant l'adulte que l'enfant. Donc, quand on met le nez dans la pédagogie Montessori, souvent au départ, on a cette vision pour l'enfant. Et effectivement, ça va être hyper soutenant pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans notre discussion. Mais elle va finalement être une expérience de transformation, vraiment. On va venir détricoter des schémas, on va venir en tricoter de nouveaux qui nous ressemblent. Et finalement, la pédagogie Montessori, elle nous apprend plein de choses, elle nous apprend à faire confiance dans le développement de l'enfant, mais aussi confiance en soi, confiance dans sa capacité à accompagner. C'est une pédagogie qui fait du bien parce qu'elle demande de ralentir. Et dans une société où tout va toujours plus vite, qu'est-ce que ça fait du bien de ralentir? On se rend compte aussi que d'un seul coup, que ça va beaucoup trop vite pour nous et que quand on ralentit, ça sonne plus juste à l'intérieur de nous et ça permet de pas être dans la réaction permanente face au comportement de l'enfant aussi. C'est s'offrir la possibilité de déconstruire les schémas qu'on a vécu enfant où il y avait souvent cette réaction immédiate par manque d'information. Pour moi, vraiment, il n'y a pas une question d'aller culpabiliser nos parents, pas du tout. Ils ont fait vraiment, je le redis, du mieux qu'ils ont pu, tout comme nous en fait. Moi, quand j'ai des apprenantes qui arrivent, l'idée n'est pas d'amener de la culpabilité, et ça n'a pas sa place, mais c'est vraiment de se dire ok, je m'offre la possibilité d'avoir de nouvelles connaissances aussi pour transformer ce regard-là. Ça va être aussi bénéfique à l'enfant que pour moi. On est un peu la génération qui veut faire mieux pour ses enfants, mais qui doit un peu se guérir soi-même de ses blessures. Et ce que tu expliques à travers cette formation-là, c'est que ça amène un peu les deux. C'est vrai que voilà, prendre soin de ses propres émotions, prendre soin de soi-même en tant qu'adulte, c'est ce qui va aussi permettre de pouvoir prendre soin de son enfant. Donc c'est important de dire que voilà, à travers cette méthode-là, faut pas utiliser le mot méthode du coup, mais à travers cette approche-là, on est vraiment sur quelque chose d'holistique en fait. On vient pour l'enfant, mais on s'apporte aussi à soi en tant qu'adulte. Et ce que tu disais au début, t'expliquais dans la coéducation que vous avez mis en place avec ton mari, là aussi, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui soit partagé par tout le monde. Le parent doit y aller parce que c'est quelque chose qui résonne en lui, pour son enfant, mais pour lui aussi. Il faut que tout s'imbrique pour que, finalement, il y ait une certaine logique à tout ça.
Ouais, alors il y a beaucoup de femmes, hein, qui arrivent à convaincre leur mari. On a quand même, voilà, un super pouvoir et la conviction d'une mère peut vraiment, transformer les choses. On a vu beaucoup de papas, changer, leur regard, et c'était finalement, les femmes qui les avaient amenés sur ce joli chemin. Mais, oui, oui, ça il y a vraiment une transformation globale et c'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné, par contre, quand on se forme. Ça me paraît vraiment essentiel et je trouve ça même dangereux parfois d'aller toucher à des sujets qui peuvent être aussi profonds sans avoir un accompagnement, parce que ça peut vraiment bouleverser. Et c'est important d'avoir un lieu sécure où on peut venir déposer les choses, où on peut venir effectivement poser ses questions. Et c'est là où moi, voilà, je suis forcément une convaincue de la formation en ligne, mais quand on vit la formation avec le groupe, il y a des choses évidemment qui sont hyper intéressantes et notamment dans les échanges. Mais par contre, quand on est sur de la formation comme ça, on touche au développement personnel. C'est tellement précieux de le vivre à son rythme. Ça change tellement la donne de pouvoir le faire à son propre rythme, de prendre des temps de pause. Nous, je sais qu'on laisse vraiment du temps pour faire nos formations parce que ça me semble hyper important de prendre en compte que, en fait, on ne sait pas comment on va recevoir la formation. Il y a ce qu'on avait imaginé, puis quand ça arrive, parfois c'est le bouleversant, c'est pas le cas pour tout le monde. Des fois, c'est juste une continuité, mais des fois, d'un seul coup, ça peut, voilà, ça peut remettre en cause des choix qu'on a fait, même avec nos propres enfants, et où on n'est pas hyper à l'aise. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir vivre les choses vraiment sereinement. Si tu avais, toi, un dernier message à faire passer aux parents, aux professionnels, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Euh, Venez, l'idée c'est trop chouette. Euh, Vraiment, ne restez pas figé avec tout ce qu'on entend sur la pédagogie Montessori. On entend vraiment beaucoup d'erreurs par méconnaissance et aussi parce que quand on a envie de faire bouger les choses, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours le moment juste pour tout le monde. Donc il est parfois plus facile de dire que c'est quelque chose qui ne va pas être juste que de se remettre soi-même en question. Et pourtant, quand on commence à prendre ce chemin-là, quand on prend le temps de comprendre comment fonctionne l'enfant, il y a tout un univers absolument magique qui s'ouvre à nous, qui nous permet de mieux le comprendre, de mieux nous comprendre nous, d'être dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, et qui va finalement nous permettre de trouver une posture, que ce soit en tant que parent ou en tant que professionnel, qui va apaiser notre quotidien, apaiser le quotidien de l'enfant, parce qu'on le respectera, parce qu'on aura compris son fonctionnement. Et comme on nous fournit pas le mode d'emploi de l'enfant quand il arrive, c'est quand même hyper agréable de pouvoir mieux le comprendre et de tisser un lien, parce que je crois que c'est vraiment de cet ordre-là, de tisser ce lien avec l'enfant et d'en faire quelque chose de fort, de respectueux pour l'un comme pour l'autre. Merci Pauline. Je te remercie pour cet échange parce que c'était vraiment voilà, profondément inspirant. Ça nous rappelle que finalement l'éducation, c'est jamais seulement une question de méthode, comme tu le disais au départ. Mm. C'est une question plutôt de posture, de regard, de lien. Tu viens de le redire, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, dans l'échange qu'on a eu. On sent que la pédagogie Montessori, telle que tu la transmets toi, on cherche pas voilà, à créer des enfants parfaits. On cherche surtout à créer des enfants qui soient respectés, compris, accompagnés dans ce qu'ils sont, à leur rythme. Ça, c'est quelque chose que je retiens, le fait de ralentir. Mm. Et ça permet voilà, aux parents de se reconnecter à leurs propres besoins, à leur rythme également aussi, et à leur façon d'être en tant que parents. On sent que ça vient bousculer certaines choses beaucoup plus profondément. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir levé le voile sur ce sujet. Merci pour l'engagement dont tu fais preuve et avec ton mari également, pour la transmission et pour toute voilà, cette vision qui est profondément humaine de la parentalité qu'on sent à travers tout le parcours que tu nous as décrit là. Merci à toi de m'avoir invité dans ce joli podcast. J'étais ravie de partager ce moment-là avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de mercredi. J'espère qu'il vous aura donné matière à réflexion, peut-être même l'envie d'observer différemment, de ralentir, de faire un pas de côté. Accompagner un enfant, c'est aussi un chemin pour l'adulte, un chemin vers plus de conscience, plus de cohérence, plus de confiance. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez.